Précédent, nous avons vu comment calculer un coût de revient. L'objectif de ce chapitre est de comprendre l'impact du stock sur le calcul des coûts. Nous verrons alors dans un premier temps quels sont les coûts entraînés par les stocks avant d'aborder dans un second la notion d'inventaire. Tout d'abord, les coûts entraînés par les stocks. Détenir un stock a un coût qui peut prendre trois principales dimensions: les coûts de stockage, de lancement et de pénurie. Au niveau des coûts de stockage, il y a tout d'abord le problème de leur localisation spatiale, avec tous les frais que cela entraîne. Coût des moyens matériels de stockage, location ou amortissement des entrepôts, le personnel, le matériel, l'assurance des produits stockés contre les risques, tels que les incendies ou les vols. Les primes seront d'autant plus élevées que le stock est important en fin d'année. Il en est de même pour les impôts. L'entreprise paiera plus d'impôts sur les bénéfices si les stocks de produits sont importants en fin d'année, puisqu'ils apparaîtront dans le compte de résultat côté produit. Ensuite, le stock doit être financé. L'argent immobilisé a un coût, tel que les intérêts sur les sommes empruntées pour financer ce stock, ou encore le coût d'opportunité, car cet argent aurait pu être utilisé autrement, dans des placements ou d'autres investissements. Cela renvoie ici à la notion de BFR, le besoin en fonds de roulement. Ce coût représente souvent 15% des frais de stockage, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, le coût lié à la dépréciation du stock avec le temps, obsolescence ou détérioration physique des produits. Tous ces coûts sont en général proportionnels à la durée et à l'importance du stock en valeur. Les coûts de lancement sont principalement des coûts administratifs de passation de commande. Nous pouvons citer les frais de courrier, les frais de réception des commandes, avec les contrôles des quantités et de la qualité, et enfin les frais de gestion des documents internes, bons de réception, mise à jour des fiches de stock, etc. Ces coûts sont proportionnels au nombre de commandes passées. Enfin, les coûts de pénurie, ils sont liés à l'insuffisance des stocks, qui peuvent avoir pour conséquence des ruptures de stock. On distinguera les coûts administratifs pour informer de l'indisponibilité des produits, l'atteinte à la réputation de l'entreprise, mais aussi les coûts liés aux unités manquantes, les ventes perdues, un arrêt de la production, des transports exceptionnellement coûteux, et les coûts liés à la durée de la rupture comme les pénalités de retard prévues dans un contrat. La problématique de la gestion des stocks réside principalement dans l'arbitrage entre la nécessité de limiter le coût de possession du stock, la rupture et le nombre de renouvellements. Dans tous les cas, nous aurons besoin de connaître l'état des stocks. C'est la notion d'inventaire. Il faut tout d'abord opérer une distinction entre inventaire intermittent et inventaire permanent. En comptabilité financière, on pratique généralement un inventaire physique une fois par an. On comptabilise alors les variations de stock dans les documents comptables, c'est le principe de l'inventaire intermittent. Ce n'est pas le cas en comptabilité analytique. Il est indispensable de procéder à un inventaire permanent afin de connaître à tout instant les existants en magasin. Nous en avons besoin car d'une part, ils sont source de coûts comme nous l'avons vu, et d'autre part, ils seront intégrés dans les calculs des coûts des produits. Si nous reprenons notre schéma du cycle de production, nous pourrons distinguer l'inventaire permanent en amont de la production. Cela concerne les marchandises, les approvisionnements divers, les matières premières, les matières consommables et les emballages. Ensuite, un inventaire permanent en cours de production, pour les produits qui ne sont pas encore finis. Et enfin, un inventaire en aval du processus de production, pour les produits finis bien sûr, mais aussi pour les produits intermédiaires, les produits résiduels tels que les déchets et rebuts, ou les pièces de rechange. Cet inventaire devra être fait en quantité, de combien d'unités nous disposons, et en valeur, quelle est la valeur de mon stock. Pour suivre l'état des stocks en quantité, on pourra utiliser différents documents, dont les plus fréquents sont des bons de réception pour les entrées, des bons de sortie, des bons de retour, des bons de réintégration pour les articles non utilisés dans le cycle de production. Il sera alors nécessaire d'établir des fiches de stock article par article. On pourra aussi utiliser des moyens électroniques de suivi des stocks, tels que des codes-barres ou des puces RFID. Le stock final théorique pourra être différent du stock réel en magasin, pour des raisons de vol, de destruction, d'évaporation, de tolérance commerciale. Il faudra donc effectuer régulièrement des inventaires physiques. Nous avons à présent une idée du stock en volume. Nous devons maintenant le valoriser, mais il faudra distinguer les entrées des sorties. Quand je rentre des éléments dans mon stock, je les enregistre à quelle valeur? Nous pourrons distinguer deux cas. Pour les éléments achetés, ils seront valorisés au coût d'achat. Tout ce qu'a coûté cet élément au moment de son entrée en stock. Pour les éléments produits, la valorisation se fera au coût de production.
Mais si les stocks contiennent des lots qui sont rentrés à des dates différentes, pour des valeurs distinctes, comment vais-je enregistrer leur sortie? Nous verrons tout d'abord le coût unitaire moyen pondéré, puis la méthode de l'épuisement des lots, et enfin nous citerons 3 autres méthodes moins utilisées. Tout d'abord la méthode du coût moyen pondéré. Cette méthode peut se calculer en fin de période avec stock initial. Cette méthode consiste simplement à faire une moyenne des valeurs d'entrée en stock. Nous aurons donc les valeurs, stock initial plus entrée, divisé par les quantités, stock initial plus entrée. Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend du matériel de sport et qui s'intéresse à son stock de ballons de basket. Elle possède un stock initial de 10 ballons, valorisés à 20 € pièce, soit un stock d'une valeur totale de 200 €. Elle en achète 15 de plus, à 19 € pièce, soit 285 €, et quelques jours plus tard, 18 de plus, à 19,5 €, ce qui nous fait un total de 351 €. La valorisation totale de mon stock est de 836 € et j'ai en tout 43 ballons. Ma valorisation au coût unitaire moyen pondéré sera donc de 836 divisé par 43, soit 19,44 €. Les sorties se feront donc à cette valorisation et on pourra recalculer le stock final. Ici, il s'élèvera à 816,56 €. On retient souvent cette méthode pour l'analyse du coût complet car elle est recommandée par le PCG. On peut aussi calculer un coût unitaire moyen pondéré en fin de période sans stock initial. Il s'agit de la même chose mais on ne tient pas compte du stock initial. Donc nous ferons le calcul suivant, valeur entrée divisée par les quantités entrées. Nous allons voir une seconde méthode, la méthode de l'épuisement des lots sur les stocks. Reprenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci il ne s'agit plus de ballons mais de pommes. Pour tout ce qui est périssable, il vaut mieux faire sortir en priorité les premiers éléments rentrés en stock. On utilisera alors la méthode PEPS ou FIFO, première entrée, premier sortie, ou first in, first out. Les 3 premières lignes du tableau seront identiques au cas précédent. Pour la valorisation du stock final, on obtient toujours 836 € pour 43 unités. Ici, on ne calculera pas de valorisation moyenne unitaire. Seule la valorisation totale nous importe. Mais au niveau de la sortie de stock, elle va être valorisée à 20 € puisque c'est la valorisation la plus ancienne. On en déduira alors le nouveau stock final. Cette méthode est celle préconisée par le ministère des Finances, mais cependant elle a pour principal inconvénient le fait qu'elle répercute avec retard les variations de cours ou de prix réel des marchandises à l'achat. Une variante de cette méthode est la méthode DEPS ou LIFO, dernière entrée, premier sortie, ou last in, first out. Ici le principe est le même, mais la valorisation se fait au coût du dernier entrée. Cette méthode est utilisée notamment aux USA, et elle est particulièrement pertinente pour les entreprises qui utilisent des matières premières dont le cours est très volatile. D'un point de vue organisationnel, ces deux méthodes nécessitent une gestion poussée de la localisation spatiale des stocks, avec par exemple des puces RFID pour savoir quand les stocks ont été rentrés et sortis. Il est possible de citer d'autres méthodes, avec notamment la méthode NIFO, Next In First Out, ou première entrée, premier sorti. Le bien est sorti à sa valeur de renouvellement, c'est-à-dire la valeur du marché. Il s'agit alors du coût théorique de reconstitution du stock. On peut aussi utiliser le coût valorisé ou coût préétabli. Ici, on utilisera des coûts obtenus à partir de normes de fabrication techniques, donc de coûts prévisionnels, surtout dans un objectif d'anticipation. Et enfin, le coût approché, qui est un coût voisin du coût réel, pour lequel il manque certains éléments si l'entreprise a du mal à les obtenir. Il s'agit en fait d'une approximation du coût réel pour des raisons de commodité. Quelle que soit la méthode utilisée, la valorisation des sorties permettra ainsi de calculer le coût des produits, mais aussi d'apprécier la valeur des existants, c'est-à-dire la valeur du stock final. Nous avons donc vu les principaux éléments à prendre en compte lors de la valorisation des stocks. Retenez que les coûts concernent principalement le stockage, le lancement et la rupture, mais aussi qu'il existe plusieurs méthodes de valorisation des stocks, dont le coût unitaire moyen pondéré, que nous aurons l'occasion de revoir dans nos différents cas.